Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre vos casques pour nous entendre en 4K stéréo HD. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Claire Pétro, je suis la fondatrice des Pépites Vertes, un média digital qui présente les métiers de la transition écologique. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je bosse pour la planète » dans lequel j'ai résumé tout ce que j'ai appris auprès de ces pépites dont j'ai croisé la route. J'ai la chance de modérer 3 tables rondes cet après-midi et vous êtes ma dernière. Et à chaque fois, j'essaie de vérifier qui est le public le plus chaud dans chacune de mes tables rondes avec un petit test très simple. Ça consiste à applaudir le plus fort possible. Comment est ce public ? Ah oui, c'est impressionnant. Vous êtes probablement le meilleur de mes 3 publics. Pour discuter aujourd'hui de quoi, de comment et pourquoi se former. C'est évidemment un sujet. On a une job fair tout l'après-midi qui nous parle d'emploi, d'environnement. Il y a un sujet de trouver le bon job, la bonne carrière, mais il y a aussi un sujet de savoir quelles sont les compétences à mobiliser pour pouvoir construire le monde de demain. Pour en discuter, 2 super panélistes à mes côtés. Donc je suis très contente d'accueillir Cécile Renoir, qui est philosophe et cofondatrice du Campus de la Transition. Une école pas comme les autres, qu'on va avoir la chance de découvrir aussi bien sur ses méthodes pédagogiques que sur ses objectifs. Bienvenue Cécile. À mes côtés, Delphine Drevet, excuse-moi Delphine, membre active des Shifters et référente chez Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous parlera des enjeux de mobilité, de compétences à l'échelle des Shifters et puis peut-être un petit peu avec ta casquette aussi Transition Pro. Et puis au milieu, de Cossé Brissac, qui est cofondateur de la Solive, une école qui va nous parler plus spécifiquement des métiers et des enjeux de la transition énergétique. Merci à chacun d'entre vous de prendre le temps cet après-midi de nous partager vos expériences et vos expertises sur ce sujet-là. J'avais une première question pour vous. Parce qu'on me la demande souvent, on me dit souvent trop bien, je bosse pour la planète, trouve un job pour la planète. Est-ce que je dois changer de vie? Est-ce que je dois me reformer? Est-ce que c'est obligatoire de se former à nouveau quand on veut travailler dans ces métiers-là? Et je voulais avoir votre avis à chacune sur ce sujet-là. On va peut-être commencer par vous, Cécile. Oui, je pense que de toute façon, on n'a jamais fini de se former et que ça, c'est dans la vie quelque chose de dire on n'a jamais toutes les connaissances, compétences, etc. Et c'est très bien. Et que la question écologique est complètement transverse. Donc il y a un enjeu immense à faire en sorte que les questions écologiques et sociales, qui sont d'ailleurs à articuler et très liées, puissent être intégrées de façon beaucoup plus forte dans les cursus, dans les pédagogies. Et que ça, c'est vrai pour à tous les âges de la vie. Voilà, donc oui, il y a plein de choses à apprendre. Un grand oui. De toute façon, on apprend tout le temps, carrément. Delphine, comment vous répondez à cette question ? Bonjour à toutes et tous. Moi, je pense vraiment que la formation doit être tout au long de la vie. En plus, c'est mon job. Je travaille pour un financeur public, Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes, donc je viens de Lyon. Donc oui, se former tout au long de la vie. Et il me semble que sur la transition écologique, il y a une vraie chance. C'est de revaloriser, on en parlera un petit peu après, les métiers techniques, les métiers d'ouvriers, les métiers techniciens. Hommes, femmes, bien sûr, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est vraiment peut-être l'enjeu primordial, c'est de remettre en avant ces métiers-là. Moi, étant une fille de la classe ouvrière et de la classe populaire, je suis assez fière que c'est peut-être le moment pour cette classe-là de jouer un rôle hyper important dans l'avenir. Et alors, moi, je vais prendre peut-être une casquette un petit peu plus technique pour vous parler des métiers de la rénovation énergétique, donc tout ce qui va permettre de diminuer la consommation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, peut-être quelques chiffres, mais les bâtiments, ça représente à peu près la moitié de notre consommation d'énergie et quasiment un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Et il se trouve que c'est des métiers qui sont particulièrement techniques, on pourra en reparler, mais donc quand on se reconvertit ou quand on s'oriente vers ces métiers-là, il y a évidemment cette composante technique qu'il va falloir apprendre, mais sans mettre de côté tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on maîtrise, tout ce qu'on avait avant. J'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple d'Erwan. Erwan, c'est un ancien danseur professionnel. Qui un jour arrive et rejoint une formation d'installateur de pompe à chaleur. Et dans cette formation, il y avait justement déjà des gens qui étaient plombiers, déjà des gens qui étaient électriciens.
Et Erwan, au bout de quelques jours, il s'est trouvé être de très loin le meilleur de la formation. Et pourquoi ? Parce que en fait, il avait, à travers son ancien métier, danseur, qui n'a rien à voir, une excellente maîtrise du geste. Il était extrêmement concentré, à la fois très manuel et en même temps très intellectuel. Et en mettant justement ses anciennes compétences à profit, il est venu chercher ces briques techniques qui lui manquaient et qui fait qu'aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs installateurs de pompes à chaleur. Excellent, merci pour ces 3 premières interventions. On aimerait bien savoir de votre côté, cher public, est-ce que certaines d'entre vous ont déjà initié un projet de formation dédié au métier de la transition écologique et sociale? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main? Un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont l'intention de le faire à la sortie de cette conférence grâce à tous les outils qu'on va leur partager? Yes, trop bien. Donc cette mise en mouvement et cette volonté de se former tout au long de la vie, elle est présente dans la salle. Cécile, lorsque j'ai écrit mon livre, mon éditrice me disait: peux-tu écrire toutes les compétences nécessaires à la transition écologique? Et donc j'ai lu des dizaines et des dizaines de rapports de différentes institutions pour essayer de condenser. C'est pas évident. Et je sais qu'au campus de la transition, vous avez fait ce travail avec beaucoup de parties prenantes. Comment est-ce que vous définissez ces compétences d'avenir ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a 6 ans, 1 an après le démarrage du campus et après une année d'expérimentation à Forges dans l'éco-campus Living Lab ou éco-lieu où nous sommes en Seine-et-Marne, on a eu l'occasion d'accueillir plusieurs groupes d'étudiants, d'abord école d'ingénieurs, école de commerce et puis un parcours qu'on a appelé le T-Campus sur 2 mois avec des personnes qui venaient de milieux et de formations très différentes. Et on a rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a demandé d'écrire un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et de fil en aiguille, on a réuni 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines, de différents horizons. On a démarré en se disant mais il faut qu'on soit un peu déportés les uns et les autres de nos peut-être œillères habituelles, en tout cas de nos chemins habituels de travailler les sujets. Et on a écrit donc le manuel de la grande transition, qui est un ouvrage qui est construit avec ce qu'on a appelé 6 portes d'entrée qui correspondent à la fois à des contenus disciplinaires et interdisciplinaires, voire transdisciplinaires au sens du lien entre les savoirs et l'action. Et puis, à chacune de ces portes correspondent aussi des métacompétences absolument essentielles. Alors, ce sont des mots grecs qu'on a utilisés, pas pour faire jargonnant, mais plutôt par souci mnémotechnique. Alors, vous me direz si vous les retenez, mais il y a les mots grecs qui sont dans économie et écologie, donc oikos, logos et nomos. Et puis, on a rajouté ethos, praxis et dynamisme. Et si je prends chacune des portes, alors dans l'ordre qu'on m'a donné dans le manuel, oikos, c'est ce qui se passe dans la maison commune, donc sur le système Terre. Et au fond, en termes de compétences et de grandes métacompétences, c'est entrer dans une pensée complexe, systémique. Ce qui est sûrement absolument décisif quand on veut entrer dans les sujets de transition. Et on a souvent, malheureusement, une approche très cloisonnée des problèmes. La deuxième porte, c'est ethos. C'est ce qui relie les enjeux d'éthique et de responsabilité. Et finalement, en se disant comment est-ce qu'on appréhende la vie, le bien vivre, comme disent les latino-américains, le buen vivir, et comment est-ce qu'on se représente à la fois les façons de bien vivre ensemble, en regardant ensuite les responsabilités différenciées, communes et différenciées, pour paraphraser le langage des COP, voilà, de différents types d'acteurs. Puis on arrive à nomos. Nomos, c'est la question des métriques qu'on utilise, des règles du jeu, donc des instruments juridiques, la gouvernance, mais aussi les modèles financiers, économiques. Et là, la métacompétence ou les métacompétences qui vont avec sont autour de la question du changement des modèles mentaux et de la gouvernance de ces changements. 4e porte, logos. Logos, c'est les mots, les récits, les imaginaires pour la transition. Et finalement, prendre conscience qu'on a besoin de compétences techniques, on vient de le dire, technoscientifiques, mais pour embarquer, on a aussi besoin de jouer sur ces récits collectifs. Et que les récits collectifs, malheureusement, ils ne vont pas toujours dans le sens d'une vie plus sobre et solidaire. Et donc la métacompétence, c'est vraiment à la fois l'enjeu de développer une pensée prospective et qui soit liée justement à cette capacité à mobiliser, on pourrait dire, une rationalité symbolique.
5e porte Praxis, c'est la question de l'action, des acteurs, des échelles de l'action. Et comme compétence, c'est entrer dans une action collective, on pourrait dire multi-acteurs, multi-échelles. Et enfin, Dynamis, les enjeux de reconnexion à soi, aux autres, à la nature, voire à plus grand que soi. Eh bien, en termes de métacompétences, c'est vraiment creuser la question de l'intériorité, du rapport à l'altérité. Et tout ça, ce que je trouve très intéressant, c'est que, d'une part, on s'est aperçu que ça correspondait à ce que l'UNESCO a mis en avant comme les métacompétences essentielles pour un développement durable. Ça rejoint aussi ce que France Université et la Conférence des grandes écoles ont décrit comme étant les compétences absolument aussi nécessaires, ce que le référentiel européen GreenComp a aussi mis en avant. Et pour ceux qui connaissent Peter Senge et les disciplines de Senge, qui est en lien aussi avec la théorie U, ça correspond aussi à ce qui est compris comme étant absolument essentiel. Alors évidemment, là, j'entre pas dans les compétences plus techniques et plus précises, mais ça dit quelque chose de la nécessité pour toutes et tous, quels que soient les cursus, d'essayer d'intégrer ces manières de faire et d'être. Merci. Et puis pour bien comprendre, donc au campus, vous faites un peu de la prospective d'une certaine manière en mettant à disposition des acteurs de l'éducation ce genre de contenus qui sont accessibles si ça vous intéresse. Vous formez aussi, est-ce qu'on peut aller chez vous se former à ces compétences ? Oui. Alors on peut venir, on accueille à la fois des équipes d'enseignants-chercheurs, d'équipes de direction d'universités ou d'écoles qui ont envie justement de faire un pas de côté aussi, de se retrouver ensemble et de réfléchir à comment changer les cursus, les pédagogies. Et puis on accueille des étudiants aussi d'écoles ou d'universités pour parfois des semaines bloquées, et donc avec des parcours qu'on conçoit. Et on essaye d'accueillir aussi de plus en plus des professionnels, soit du monde, alors ce qui est déjà pas mal mis en œuvre, c'est avec les collectivités territoriales, notamment l'INET. On a des fonctionnaires territoriaux qui viennent très contents justement là aussi de pouvoir réfléchir en se demandant comment est-ce qu'on intègre dans les projets de collectivités locales ces sujets écologiques, économiques, sociaux, culturels. Et puis on essaye de développer aussi des propositions pour le monde des entreprises. Voilà. Et donc tout ça dans un écolieu où il y a une trentaine de personnes qui vivent sur place et donc qui essayent de donner à voir ce que peut être une vie plus sobre et conviviale. Surtout vraiment casser le cou à l'idée que l'écologie c'est punitif, que c'est donneur de leçons, etc. Et en même temps dire il y a des tas de choses à faire et à innover. Là je pense que à côté de moi il y a des personnes qui sont super compétentes sur le sujet. Super, merci beaucoup. Comme je me tourne vers toi, à la Solive, vous aussi, vous avez identifié ces nouvelles compétences dont on avait besoin. Vous avez lancé des programmes de formation. Ça ressemble à quoi très concrètement ? Oui, alors en effet, pour prendre la casquette un petit peu plus technique cette fois, je pense que nous on voit vraiment deux sujets ou deux choses un petit peu différentes dans les compétences. Ce qui est sûr, c'est que la transition énergétique, ça vient et ça a déjà bouleversé beaucoup le monde du travail, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Et on vient distinguer peut-être ce qui vient plutôt transformer des métiers un peu traditionnels. Un exemple très pratique, c'est aujourd'hui on n'a plus le droit d'installer des chaudières fuel en France, on installe des pompes à chaleur à la place. Eh bien, c'est des compétences qui sont très très différentes. Quelqu'un qui sait installer une chaudière fuel ne sait pas installer une pompe à chaleur et inversement. Ce qui nécessite du coup de venir se former, quand on est un chauffagiste qui sait faire que du fuel, se former sur des nouvelles compétences et ça vient transformer un petit peu son métier. Et ensuite, on va avoir des métiers qui sont complètement nouveaux, complètement émergents, qui font appel à des compétences dont personne n'avait réellement besoin jusqu'à présent. Chez nous, ça va plutôt correspondre à une formation qu'on appelle chef de projet en rénovation énergétique, qui en fait est la personne qui va venir coordonner, alors déjà faire un peu l'état des lieux du bâtiment, regarder comment est-ce qu'il se comporte d'un point de vue thermique, pour venir ensuite prioriser les travaux qu'il faut faire. Et c'est un métier qui en fait est apparu en même temps qu'apparaît la rénovation énergétique, notamment la rénovation énergétique globale. Et donc là pour le coup, on vient vraiment rajouter des compétences dont personne ne parlait et qui n'existaient pas à proprement parler dans le métier du travail, dans le monde du travail auparavant. Merci. Delphine, côté shifter, Shift Project, vous avez vous aussi fait cette cartographie des compétences et des enjeux de formation. Vous avez sorti un rapport dédié. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ?
Alors je ne vais pas résumer 232 pages en 3 minutes, je vais donner les grandes lignes. Il y a 3 axes, c'est que tous les métiers, tous les secteurs vont se transformer au prisme de la transition écologique, comme c'est le cas de la transition numérique. Enfin, je pense que vous avez atteint votre niveau d'IA et de starter pack, comme nous tous, je pense. Donc c'est pareil pour la transition écologique, on va avoir un premier niveau, tout le monde, qui s'appelle l'acculturation aux enjeux de la transition. C'est important, c'est souligné par le rapport Former les actifs que je présente maintenant. C'est-à-dire pas juste être sensibilisé au réchauffement climatique, mais vraiment les enjeux derrière. Ça veut dire quoi s'adapter, ça veut dire quoi travailler dans un monde à plus 4 degrés, ça veut dire quoi quand on me parle d'intégrer vraiment des notions de neutralité carbone dans mon activité professionnelle. On n'en est pas aujourd'hui, hein. On est sur de la sensibilisation, on n'est pas sur de la culturation. Et ensuite, il y a 2 niveaux de compétences qui vont venir s'ajouter. Il y a ce qu'on appelle l'évolution des méthodes de travail. Et je rejoins Com, le rôle de coordination. Ce rôle de coordination, on le retrouve dans le bâtiment, on va le retrouver sur les chaînes de logistique, parce qu'en fait, il va falloir qu'on travaille avec différents chargés. C'est que le camion, dans quelques années, ça ne sera plus la solution pour aller livrer le dernier kilomètre. Donc comment on fait pour coordonner du fret au cyclo-logistique? Comment on fait pour coordonner une équipe de cyclo-logistique? Comment on fait pour livrer en 24 heures en cyclo-logistique? Ça va être compliqué. S'il y a des sportifs, il faut qu'ils se réveillent maintenant. Il faut des très très bons mollets, parce que 24 heures, c'est pas possible. Et puis, il y a un 3e enjeu, c'est ce qu'on va appeler l'évolution des pratiques professionnelles. Typiquement, pour les médecins, par exemple, ça va être avoir des connaissances suffisantes en maladies tropicales, ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas dans leur cursus. Je ne fais pas référence à l'île de la Réunion et au chikungunya, mais c'est des épisodes qui vont avoir lieu de façon récurrente et pour lesquels, là, on va avoir des changements. Donc les niveaux de formation, ils vont être pour tout le monde. Soit je m'acculture, soit on va m'apprendre de nouvelles méthodes de travail, soit complètement, on va me changer ma pratique professionnelle et m'intégrer de nouvelles compétences. Et je rejoins l'analyse sur le chef de projet en rénovation énergétique. C'était des postes qui n'existaient pas, enfin, on ne les appelait pas comme ça. Voilà. C'est quelqu'un qui faisait ça sur le chantier, mais il n'avait pas une casquette chef de projet. Il avait, voilà. Donc ça, c'est important. Et juste pour terminer, on parle bien à chaque fois, si vous lisez le Chiffre Project, il y a une redondance chez eux, mais ils sont cohérents, ça s'appelle la planification, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, et je rejoins Com, c'est que en fait, les métiers de demain, c'est beaucoup des métiers d'ouvriers et de techniciens. Alors, c'est pas que le Chiffre Project qui avance ces chiffres, on parle de 90% de recrutement à l'horizon de 2030 d'ouvriers et de techniciens, c'est le secrétariat général au plan. Donc je rassure les gens dans cette salle qui n'ont pas fait HEC, qui n'ont pas un bac plus 5, qui ne sont pas partis 3 ans ni en vélo ni à la nage. Il y a de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, et notamment pour les bas niveaux de qualification, il y a vraiment une carte à jouer sur la transition écologique et énergétique. Merci à tous les 3. Moi, ça me donne envie d'apprendre parce que personnellement, j'adore apprendre. Et là, quand on parle de compétences et de formation, ça veut dire se remettre en posture d'apprenant et d'apprenante. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui aiment apprendre ? Ok. Est-ce que pour les personnes qui s'apprêtent à se former à nouveau et à se lancer dans une nouvelle formation, il y a pourtant parfois une appréhension ou une peur de se relancer dans une nouvelle formation? Ok. Pourquoi est-ce qu'on adore apprendre et en même temps, parfois on se retrouve face à des choix qui nous stressent un peu par rapport à ce sujet de la formation? Est-ce que vous, dans vos bénéficiaires, dans les gens que vous croisez, que vous vous accompagnez, vous voyez des personnes qui n'osent pas franchir le cap et comment vous les aidez à avoir confiance dans leur nouveau projet de formation? Est-ce qu'on peut commencer avec vous, Delphine? Oui, bien sûr. Ce qui est important quand on fait un projet, alors moi je vais prendre ma casquette de financeur de formation, donc il y a peut-être des gens qui vont dire je suis tombée sur la super bonne personne, elle doit avoir des chèques à distribuer à la fin, voilà. Malheureusement il n'y a plus de budget, comme ça, non, il faut avoir de l'idée, il faut avoir, déjà il faut se faire accompagner dans son projet professionnel. Moi j'insiste là-dessus, c'est mon rôle de financeur de vous dire ça, mais il faut se faire accompagner. Alors quand on est demandeur d'emploi jeune, il y a France Travail, il y a les missions locales, etc. Mais quand on est salarié, il y a un service qui est financé par France Compétences, qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle, qui est gratuit. Vous avez le droit tous à 4 ou 6 heures de conseil. C'est des personnes qui sont des psychologues du travail, qui sont des conseillers en évolution professionnelle et qui vont vous aider à cheminer, à vous poser les questions. Et surtout, s'il y a une question de financement, c'est mieux quand vous faites accompagner. Parce que moi, je peux bien comprendre, dans mon cas personnel, on peut avoir des charges de famille, on peut avoir des charges professionnelles. On ne peut pas bifurquer comme ça parce qu'on a envie. C'est un travail qu'il faut vraiment travailler sur la durée. Il faut des étapes. Il faut en parler autour de vous. Il faut vraiment être soutenu. Parce que voilà, on a
a tous des choses dans la vie qui font que on ne peut pas quitter un emploi comme ça, sur un coup de tête. On a besoin d'y réfléchir, on a besoin d'être accompagné et d'en parler. Et ça, c'est très important. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Et je insiste, même quand vous êtes salarié du privé, il y a cette possibilité de se faire financer sans mobiliser son compte personnel de formation. Merci. Est-ce que ça vous est arrivé, vous aussi, de devoir aider des gens à passer le pas ? Alors moi, il y a une histoire qui me plaît beaucoup sur ce sujet spécifique. C'est l'histoire de Marie-Laure. Marie-Laure, elle nous appelle un jour parce qu'elle aimerait beaucoup inscrire son fils en formation, la fameuse formation chef de projet. Les semaines passent, la formation démarre et le premier jour, il se trouve que c'est Marie-Laure qui arrive en formation. Et je trouve que ça illustre assez bien le fait que, en fait, Marie-Laure, en discutant avec elle, le fait de se projeter pour son fils et de s'intéresser, d'appeler des gens, en fait, ça l'a mis en mouvement, ça l'a mis en action. Et en s'intéressant à ce sujet spécifique, en le creusant, en discutant avec des gens qui faisaient ce métier, elle s'est rendue compte, finalement, pour elle, et je pense que c'est quelque chose qu'il a travaillé sûrement dans son inconscient, c'est vraiment... par le fait de s'être intéressée elle-même et d'avoir fait plein de petits gestes, plein de petites intentions qui a finalement réussi à lui faire sauter le pas et probablement du coup surmonter sa peur de tout remettre à zéro, mais évidemment ce n'était pas du tout le cas. Merci. Cécile, pareil, est-ce qu'on a un conseil ? Est-ce que ça arrive parfois d'avoir des gens qui ont peur ? Oui, je pense qu'au campus, on essaye d'être, comme on l'avait résumé au début de notre aventure, radicaux, non marginaux. Donc, radicaux, prendre le problème à la racine, donc être sans concession dans le décryptage des enjeux, des problèmes. Et puis, non marginaux, c'est que si on n'est que dans l'entre-soi de gens archi convaincus par les sujets, ça ne va pas le faire, c'est pas du tout suffisant. Et donc, on essaye au maximum d'accueillir des personnes qui se posent des questions, qui ne sont pas sûrs d'avoir envie de changer, qui ont l'impression... Alors nous, on est dans l'écolieu, qui est un beau château, mais qu'au départ, les premières années, on était très mal chauffé, parce que c'était une chaudière au fioul, justement, qu'on ne voulait pas utiliser. Donc on était très très peu chauffé. On avait d'ailleurs appelé notre opération Sibérie, le fait d'accueillir dans un château peu chauffé. Et alors, on s'est dit, en fait, après quelques années, c'est marrant, mais les gens ont vraiment l'impression que c'est hyper dur de venir au campus. On s'est dit qu'on allait changer le terme et maintenant on appelle ça l'opération chaleureuse. Chaleureuse. Voilà. C'est pour dire aussi que l'imaginaire qu'il y a derrière compte. Et justement, là, cet aspect-là de faire des expériences en fait avec d'autres et du coup voir que parfois finalement ça nous renvoie chacun et chacune finalement à justement cette invitation à une forme d'intériorité, de retour sur soi, de se dire de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Hier, j'étais avec des étudiants de l'ESSEC qui me disaient, mais en fait, pendant le cours toute la semaine, on avait fait venir des gens qui venaient aussi bien de Ernst & Young que des militants de dernière rénovation ou autres. Et pour se dire, mais des gens très très convaincus les uns et les autres, se dire comment est-ce qu'on fait son choix, et se dire finalement le choix c'est aussi parce que ça résonne en nous et que nous nous sentons plus vivants à faire tel ou tel choix. Alors après on a plus ou moins la capacité de choix, c'est ce qui était dit juste avant, et c'est très vrai qu'il y a aussi des compétences à acquérir, mais je pense qu'il y a pour beaucoup de personnes aussi le fait qu'on est un peu comme des hamsters dans des cages. On a l'impression qu'on est un peu en boucle dans des logiques dont on voudrait se défaire, mais c'est extrêmement difficile. Moi, ce qui me frappe en étant au campus, dans un lieu où je suis avec plein de jeunes qui sont plutôt dans des logiques de bifurcation, et sans doute quand on est plus jeune, c'est plus facile de changer, c'est qu'en fait, on voit combien ça donne du sens, ça donne de la joie, et qu'il y a quelque chose de cette envie d'agir, parce que finalement on fait l'expérience que c'est porteur et que c'est à partir des motivations intérieures qu'on va pouvoir trouver ce qui convient à chacun, et que finalement d'oser penser et agir out of the box. Puis parfois on a des gens qui sont diplômés très bonnes écoles et puis qui finalement font qui développent une activité comme charpentier ou autre et qui sont ravis, et en fait ça leur correspondait beaucoup plus.
Donc finalement, une invitation à oser se faire confiance aussi, et puis sans doute à pas être seul, à réfléchir, à partager un peu ce questionnement, et puis surtout, je pense que l'expérience concrète aide beaucoup. Merci, s'écouter, se sentir connecté et puis se sentir vivant, c'est votre conseil pour choisir sa bonne formation. Comme ce serait quoi ton conseil pour choisir la bonne formation ou pas, hein, parce qu'on peut aussi se trouver sur la route. Comment on fait pour savoir c'est quoi le premier pas ? Alors moi je suis convaincu, et c'est vraiment comme ça qu'on accompagne les personnes qui viennent nous voir avec peut-être des idées, des projets, mais qu'elles n'ont jamais vraiment confronté. La première étape, c'est souvent d'aller parler à quelqu'un qui fait un métier qui vous intéresse peut-être un petit peu plus que celui que vous faites aujourd'hui. Et petit à petit, en faisant ce chemin de rencontres, d'échanges, c'est vraiment comme ça qu'on arrive finalement à un moment au coup de cœur, à cette espèce de moment où on se dit ok, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et nous on le voit après du coup tous les jours en formation, les personnes quand elles savent pourquoi pourquoi elles sont là et pourquoi et vers où elles veulent aller, en fait la formation derrière elle est logique, elle est hyper enthousiasmante parce qu'on sait tout simplement pourquoi on le fait. Donc s'écouter, aller à la rencontre de l'autre pour savoir si ça vibre ou pas. Un dernier petit message ? Pour poursuivre, il y a un outil du coup, qui s'appelle Immersion Facilitée. Alors, il est accessible aux demandeurs d'emploi, donc si vous êtes inscrit ou pas à France Travail, mais également aux salariés, si vous êtes accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Ça vous permet de rentrer dans une entreprise et d'aller découvrir un métier. Voilà. C'est un peu comme ça que fait la sélection à la Solive. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est gratuit pour l'entreprise. Vous, ça ne vous change rien. Simplement, testez les métiers. C'est hyper important. Et puis, peut-être que l'année prochaine, on aura un étancheur R qui prendra la parole comme leader inspirant. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. Merci à vous. Juste terminer en vous disant que si vous n'avez pas pris de notes et que vous voulez un guide qui référence l'ensemble des discussions qu'on a dites sur la Job Fair, il y a ce guide que j'ai co-construit avec des pépites, avec des acteurs, des actrices de l'écosystème. J'ai référencé les formations et il est disponible à la librairie. C'était un grand bonheur pour moi de parler de ces sujets qui me passionnent, d'être avec des acteurs aussi passionnants et inspirants. Et puis je vous dis bon chemin, bon apprentissage et à bientôt.